Chaque matin, une petite fille traversait le parc en tenant la main de son grand-père sur le chemin de l'école. Un jour, elle s'approcha d'un homme pâle et solitaire, assis avec une bonbonne d'oxygène et décida de lui parler. Ce geste innocent déclencha une connexion inattendue qui raviva l'espoir d'un homme au bord de la mort. Ce qui avait commencé par un simple dessin d'enfant devint un héritage qui traversa les générations. Chaque matin, Sophie Dubois, une fillette de 6 ans aux yeux curieux et aux cheveux bouclés attachés en 2 couettes, marchait main dans la main avec son grand-père Antoine à travers le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Ce trajet faisait partie de leur routine quotidienne vers l'école municipale située près du parc. Antoine, un homme de 67 ans aux rides profondes qui racontait des histoires de travail acharné, accélérait le pas ce matin de mai. Le ciel parisien menaçait la pluie, et il ne voulait pas que sa petite fille soit en retard. « Papy, regarde ce monsieur là-bas. » Sophie montra du doigt un banc au bord du lac, où un homme maigre et pâle était assis seul. À côté de lui, un cylindre métallique que Sophie ne savait pas identifier. Il a l'air triste. « Allons, Sophie, nous ne pouvons pas être en retard, » répondit Antoine, tirant légèrement la main de sa petite fille. Mais Sophie, avec cet entêtement particulier aux enfants, se détacha de son grand-père et courut vers l'homme avant qu'Antoine ne puisse l'en empêcher. Le cœur du vieil homme se serra d'inquiétude en la voyant s'approcher de l'étranger. « Bonjour, monsieur. Comment allez-vous » demanda Sophie, s'arrêtant à une distance sûre, mais suffisamment proche pour que sa voix atteigne l'homme. Il leva lentement le visage, révélant des yeux creux et fatigués. Un instant, il parut confus par la présence de la petite. « Bonjour, » répondit d'une voix rauque comme s'il n'était pas habitué à parler. « Je m'appelle Sophie. Qu'est-ce que c'est » Elle montra du doigt le cylindre métallique. « C'est une bouteille d'oxygène. Ça m'aide à respirer, » expliqua-t-il, observant la curiosité dans les yeux de la fillette. « Comme un super-héros avec un équipement spécial ?» demanda Sophie, les yeux brillants. Un sourire réticent apparut sur le visage de l'homme, comme si le muscle avait oublié comment bouger. Quelque chose comme ça. Antoine rejoignit enfin sa petite fille. « Sophie, allons-y. Excusez-moi, monsieur, elle est très curieuse. »« Ce n'est pas grave, » répondit l'homme, et il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur inattendue qui fit hésiter Antoine. « Elle me rappelle quelqu'un. Je vais vous faire un dessin demain, » annonça Sophie, tandis que son grand-père parvenait enfin à l'éloigner pour continuer leur chemin. L'après-midi suivant, Sophie insista pour qu'ils passent par le même banc. Antoine, inquiet, tenta d'argumenter que l'homme n'était peut-être plus là ou qu'il ne devait pas le déranger, mais la détermination de sa petite fille était inébranlable. À sa surprise, l'homme était au même endroit, comme s'il n'avait pas bougé depuis la veille. Son nom, découvrirent-ils, était Édouard Moreau. Il avait 58 ans et des yeux qui semblaient porter le poids du monde. Sophie lui tendit un dessin coloré fait au crayon de cire, un soleil souriant et 2 bonshommes allumettes assis sur un banc. « C'est vous et moi, » expliqua-t-elle fièrement, sur le banc du parc. Édouard tint le papier de main tremblante, et Antoine aurait juré voir des larmes dans les yeux de l'homme. « Merci, Sophie. Ça fait longtemps que personne ne m'a fait de cadeau. » Les jours suivants, cela devint partie de la routine. Sophie insistait pour partir plus tôt de la maison, afin d'avoir le temps de discuter avec « oncle Édouard », comme elle commença à l'appeler. Antoine, d'abord réticent, commença à percevoir un changement chez Édouard. Son visage retrouvait des couleurs, sa posture s'améliorait progressivement, et il attendait avec impatience la visite de la petite. Pour un homme qui semblait avoir renoncé à la vie, ces brèves rencontres faisaient quelque chose qu'aucun médicament ne pouvait accomplir. Ce qu'Antoine ignorait, c'est qu'Édouard Moreau était l'un des hommes d'affaires les plus riches de Paris. Propriétaire de Moreau Incorporation, responsable de la moitié des gratte-ciel de l'avenue des Champs-Élysées, il avait construit un empire immobilier évalué à des milliards. Mais aucune richesse n'avait empêché le diagnostic terminal qu'il avait reçu 3 semaines auparavant. Une maladie pulmonaire rare et agressive, avec un pronostic de seulement quelques jours de vie. Édouard était allé au parc des Buttes-Chaumont pour faire ses adieux. C'était l'endroit où sa mère l'emmenait quand il était enfant, avant que l'ambition ne le consume et ne le transforme en un homme pour qui seuls les chiffres et les contrats importaient. Il prévoyait de s'asseoir là, de contempler le lac et d'attendre l'inévitable, loin de l'équipe médicale privée et des subordonnés qui l'entouraient, non par affection, mais par intérêt. Mais alors apparut Sophie, avec son innocence et sa curiosité authentique.
Sans savoir qui il était, sans rien attendre en retour, elle lui offrit quelque chose que son argent ne pouvait acheter, une compassion sincère. Une semaine après leur première rencontre, Édouard demanda à son avocat et unique confident, Richard Lefebvre, d'enquêter discrètement sur la vie de Sophie et de son grand-père. « Vous êtes sûr de ça, Édouard ?» demanda Richard, ajustant ses lunettes sur son visage anguleux. « N'est-il pas préférable de garder une distance émotionnelle en ce moment ?»« Faites ce que je vous demande, Richard, » répondit Édouard avec l'autorité de celui qui était habitué à être obéi. « Je veux tout savoir sur eux. » Le rapport arriva 2 jours plus tard. Antoine Dubois était veuf depuis 4 ans, depuis que sa fille Béatrice était décédée dans un accident de voiture. Depuis, il élevait seul sa petite-fille, travaillant comme concierge le jour, agent de sécurité la nuit et les week-ends comme livreur pour une application. 3 emplois payaient à peine les dettes hospitalières laissées par sa fille et le loyer d'un petit appartement en banlieue Est. Sophie, malgré les difficultés, était une enfant exemplaire. Ses professeurs la décrivaient comme intelligente, créative et extraordinairement empathique. Un diamant en attente d'être taillé, écrivit l'une d'elles dans une évaluation scolaire. Édouard lut le rapport plusieurs fois, soulignant chaque détail de la vie de la fillette. Quelque chose dans cette histoire l'affectait profondément, plus que ce ne serait naturel pour quelqu'un qui avait connu l'enfant depuis seulement quelques jours. Cette nuit-là, dans son penthouse de Neuilly-sur-Seine, Édouard appela Richard pour une conversation décisive. L'avocat le trouva assis devant la fenêtre qui offrait une vue panoramique de Paris, ville qu'il avait aidé à construire et qu'il n'avait jamais pris le temps d'admirer. « Je veux créer un fonds fiduciaire pour Sophie », annonça-t-il sans préambule. 5 millions d'euros pour garantir son éducation, son logement et un avenir sûr. Richard faillit s'étouffer avec le whisky qu'il buvait. « Édouard, vous réfléchissez clairement? C'est une décision ? Et je veux liquider toutes les dettes de son grand-père, » continua Édouard, comme s'il n'avait pas entendu l'interruption. « Acheter un appartement convenable pour eux, à son nom, et établir une pension viagère qui lui permette d'arrêter de travailler et de se consacrer à élever sa petite-fille. Édouard, c'est extraordinaire. Mais vous connaissez à peine ces gens. » Édouard se tourna pour faire face à son ami de plusieurs décennies, et il y avait dans ses yeux une détermination que Richard n'avait pas vue depuis longtemps. « Je veux faire quelque chose qui ait un sens avant de partir, Richard. Quelque chose qui ne soit pas juste un autre bâtiment à mon nom, une autre acquisition, un autre chiffre sur mon compte bancaire. Et le conseil d'entreprise? Vos cousins? Ils vont contester cela en justice dès que vous... » « Je m'en fiche, » coupa Édouard. « Préparez les documents. Et une autre chose, je veux que vous remettiez ma carte personnelle à M. Dubois demain. Invitez-les à me rendre visite dimanche. Dites que c'est important. » Richard hésita. « Vous allez leur dire, à propos de votre état ?» Édouard retourna regarder par la fenêtre vers les lumières de la ville qui ne dort jamais. « Je vais leur raconter quelque chose de bien plus important, Richard. Quelque chose que j'ai découvert seulement hier, quand j'ai enfin vu sa photo. » « Photo de qui ? » « De Béatrice Dubois, la mère de Sophie. » Le samedi matin, lorsque Richard Lefebvre s'approcha d'Antoine et Sophie sur le banc du parc, le grand-père devint immédiatement tendu. Les hommes en costume bien coupé apportaient rarement de bonnes nouvelles aux gens simples comme lui. « Monsieur Dubois, je suis Richard Lefebvre, avocat de Monsieur Édouard Moreau, » se présenta-t-il formellement, tendant une carte de visite qui ressemblait plus à un bijou, avec des lettres dorées en relief sur papier noir. « Il est arrivé quelque chose à oncle Édouard ?» demanda Sophie, s'accrochant à la main de son grand-père. Richard sourit à la fillette. « Non, ma chère, il va bien, et aimerait beaucoup vous recevoir chez lui demain. C'est un sujet important. » Antoine regarda la carte avec méfiance. L'adresse indiquait l'un des quartiers les plus exclusifs de la capitale parisienne. « Je ne comprends pas. Pourquoi veut-il nous voir ? Nous nous connaissons à peine. »« Ça, monsieur Moreau vous l'expliquera personnellement, » répondit Richard. « Puis-je envoyer une voiture pour vous chercher demain à 14 heures. » Après que l'avocat se fut éloigné, Antoine s'assit sur le banc, confus. Sophie, quant à elle, était radieuse. « On va visiter la maison d'oncle Édouard. Est-ce qu'il a une piscine, papy ?» Antoine sourit à l'innocence de sa petite-fille, mais ne put chasser la sensation que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Le dimanche, ponctuellement à 14 heures, une Mercedes noire stationna devant le petit immeuble où ils vivaient. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme impeccable, les conduisit jusqu'au véhicule luxueux, provoquant l'étonnement des voisins qui observaient par la fenêtre.
Pendant le trajet, Sophie garda le visage collé à la vitre, émerveillée par la transformation du paysage. Ils sortirent de la banlieue, traversèrent de larges avenues et arrivèrent finalement dans un quartier où les arbres étaient plus abondants que les poteaux et les résidences se cachaient derrière de hauts murs et des systèmes de sécurité sophistiqués. « Je n'aurais jamais cru entrer dans un endroit pareil », murmura Antoine, mal à l'aise dans sa chemise la plus neuve, déjà délavée par tant de lavage. Le quartier de Passy était une forteresse moderne. Après être passé par 2 postes de garde et un système d'identification biométrique, la voiture se gara finalement devant une tour en verre. Au dernier étage se trouvait le penthouse d'Édouard. L'ascenseur privé s'ouvrit directement sur le salon, un espace vaste avec une double hauteur sous plafond et des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue panoramique de Paris. La ville semblait un océan de béton et de verre sous le ciel bleu du dimanche. « Oncle Édouard !» Sophie courut vers Édouard, qui les attendait assis dans un fauteuil. Il était vêtu simplement, pantalon de lin et chemise blanche, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui dénotait l'autorité. « Bienvenue chez moi, Sophie », sourit-il, serrant la fillette avec précaution pour ne pas déplacer le tube d'oxygène. « Et merci d'être venu, monsieur Dubois. » Antoine serra la main tendue, notant qu'Édouard semblait plus affaibli que la veille. Sa peau avait une teinte jaunâtre, et des cernes sombres encadraient ses yeux. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Richard, apportez l'album. » L'avocat, qui était resté discrètement dans un coin de la pièce, s'approcha avec un album de photographies à couverture de cuir. « Monsieur Dubois, depuis combien de temps votre fille Béatrice nous a-t-elle quittés ?» demanda Édouard doucement. Antoine se raidit. « 4 ans. Mais comment savez-vous cela? Sainte-Sophie, ma chère, pourriez-vous aller avec Madame Irène découvrir le reste de la maison? Elle a une surprise pour vous dans la cuisine, dit Édouard, faisant référence à la gouvernante qui apparut silencieusement. La fillette, enthousiaste à l'idée d'explorer ce palais moderne, suivit la dame aux cheveux gris. Quand ils furent seuls, Édouard ouvrit l'album. « Monsieur Dubois, ce que je vais vous raconter maintenant va paraître incroyable, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Les premières pages montraient un Édouard plus jeune, probablement dans la trentaine, aux côtés d'une femme d'une beauté sereine, cheveux bouclés, sourire lumineux et les mêmes yeux que Sophie. « Béatrice », murmura Antoine, touchant la photographie de doigts tremblants. « Mais comment? J'ai rencontré votre fille il y a 11 ans, quand elle travaillait comme architecte junior sur l'un de mes projets sur l'avenue des Champs-Élysées. Nous étions très différents. Moi, un homme d'affaires obsédé par le travail, elle, une jeune idéaliste qui voulait créer des espaces qui amélioraient la vie des gens. » Édouard tourna une autre page, révélant des photos du couple dans divers lieux. Un restaurant élégant, une plage, devant la tour Eiffel. Nous sommes tombés amoureux. Ce fut une relation brève mais intense. Nous l'avons gardée secrète à cause de la différence d'âge et de la relation professionnelle. J'étais en plein divorce compliqué. Béatrice était discrète sur sa vie personnelle. Ma fille n'a jamais mentionné. Antoine secoua la tête, confus. Nous avons rompu après 6 mois. J'étais impliqué dans un litige judiciaire pour mon entreprise, sans temps ni disposition émotionnelle pour une relation. Béatrice méritait plus que ce que je pouvais offrir à ce moment-là. Édouard respira profondément, l'oxygène sifflant dans le tube. 2 mois plus tard, j'ai essayé de la retrouver, mais j'ai découvert qu'elle avait démissionné. Personne ne savait où elle était passée. J'avais tellement de problèmes que j'ai simplement laissé tomber. La plus grande erreur de ma vie. Antoine commençait à comprendre, et son cœur s'accélérait. Vous êtes en train de dire que je n'ai jamais su pour la grossesse. Béatrice ne m'a jamais contacté. Peut-être par fierté, peut-être parce qu'elle savait que je n'étais pas prêt. C'était une femme extraordinaire, capable d'élever une fille seule. Édouard tourna une autre page de l'album. La dernière photo montrait Béatrice tenant un nouveau-né à l'hôpital. Comment avez-vous obtenu cette photo? Après que Sophie m'ait abordé dans le parc, quelque chose en elle m'a semblé familier. Les gestes, le regard, la façon de sourire. J'ai demandé à Richard d'enquêter, et il a trouvé cette photo dans un ancien post de réseau social de Béatrice. La date coïncide avec notre séparation. Sophie à mes yeux, monsieur Dubois, et le sourire de sa mère. Antoine se leva, marchant dans la vaste pièce. Son esprit essayait de traiter la révélation. C'est difficile à croire. J'ai d'autres preuves, dit Édouard, faisant un geste à Richard qui lui tendit une enveloppe. J'ai fait faire un test ADN avec un cheveu que Sophie a laissé sur le dessin. Le résultat est concluant.
Antoine examina le document, les mots techniques brouillés par les larmes qui commençaient à se former. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Pourquoi après toutes ces années ?» Édouard se leva avec difficulté. « Parce que je suis en train de mourir, monsieur Dubois. La maladie est en phase terminale. Les médecins m'ont donné au maximum une semaine de plus. » Le silence qui s'ensuivit ne fut interrompu que par le son lointain des rires de Sophie venant de quelque part dans le penthouse. « Je ne veux pas perturber la vie que vous avez construite, » continua Édouard. « Je ne demande pas à être reconnu comme son père maintenant. Ce serait égoïste de ma part d'entrer dans la vie de Sophie juste pour partir. Ce que je veux, c'est m'assurer qu'elle ait tout ce qu'elle mérite. » Richard s'approcha avec un dossier de documents. « Monsieur Moreau a établi un fonds fiduciaire pour Sophie. 5 millions d'euros qui ne pourront être accessibles qu'à ses 18 ans, sauf pour les dépenses d'éducation et de santé. Il a également liquidé toutes vos dettes médicales, monsieur Dubois, et acheté un appartement à Passy à votre nom. Il y a une pension mensuelle qui vous permettra de vous consacrer exclusivement à l'éducation de Sophie. » Antoine se rassit, stupéfait. « C'est trop. C'est le moins que je puisse faire. J'ai perdu la chance de voir ma fille grandir, monsieur Dubois. Je ne peux pas récupérer ce temps, mais je peux garantir que son avenir soit aussi brillant qu'elle le mérite. » À ce moment, Sophie revint dans la pièce portant un plat de truffes au chocolat. « Regarde, papy, Madame Irène m'a appris à faire de vraies truffes, pas celles en casserole qu'on fait. » Édouard et Antoine échangèrent un regard. Il y avait une compréhension silencieuse entre eux. Une promesse non verbalisée que, quel que soit l'arrangement, le bien-être de Sophie passerait en premier. « Oncle Édouard, vous pleurez ?» demanda Sophie, remarquant l'humidité dans les yeux de l'homme. « Parfois, les adultes pleurent de bonheur, Sophie, » répondit-il, caressant le visage de la fillette. « Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous avoir ici. » Le lundi matin, Sophie insista pour rendre visite à Édouard avant l'école. Antoine, toujours en train de digérer les révélations de la veille, ne put refuser sa demande. La nuit avait été longue, repassant dans son esprit tout ce qu'il avait découvert. Béatrice n'avait jamais mentionné Édouard, mais maintenant certaines choses prenaient sens. La période où elle avait été la plus heureuse, suivie d'un retrait soudain, le déménagement dans une autre ville pendant la grossesse, le retour à Paris seulement quand Sophie avait déjà 2 ans. Quand ils arrivèrent au penthouse, ils trouvèrent un décor différent. Le vaste salon avait été transformé en une chambre d'hôpital improvisée. Édouard était dans un lit d'hôpital, entouré d'équipements médicaux et d'une infirmière qui surveillait ses signes vitaux. « Oncle Édouard est malade, papy ?» demanda Sophie, serrant la main de son grand-père. « Oncle Édouard est fatigué, ma chérie, » répondit Antoine, essayant de la protéger de la dure réalité. Édouard ouvrit les yeux en entendant la voix de la fillette. Son visage s'illumina d'un faible sourire. « Sophie, je suis content que tu sois venue. J'ai quelque chose pour toi. » L'infirmière l'aida à s'asseoir, ajustant des oreillers derrière son dos. Édouard fit signe de s'approcher. Sophie ne montra aucune peur devant les tubes et les machines. Elle s'approcha naturellement, comme si elle rendait visite à un ami qui avait juste besoin de repos. « J'ai apporté un nouveau dessin, » dit-elle, tendant une feuille colorée. « Nous sommes nous 3, moi, vous et papy, en train de manger une glace au parc. » Édouard tint le dessin de main tremblante. « C'est magnifique, Sophie. Je le garderai précieusement. » Richard entra dans la pièce portant une boîte en bois sculpté. « Les documents sont tous prêts, Édouard, comme demandé. » Édouard fit signe à l'avocat de s'approcher avec la boîte. « Sophie, je veux te faire un cadeau spécial. Cette boîte a appartenu à ma mère, ta arrière-grand-mère. » Il hésita, manquant de révéler la véritable parenté. « À l'intérieur, j'ai mis plusieurs choses que j'aimerais que tu aies. » La boîte était magnifique, avec des gravures d'oiseaux et de fleurs sur le bois sombre. Quand Sophie l'ouvrit, elle trouva une collection de petits trésors, un journal à couverture de cuir avec un fermoir doré, un bracelet en argent avec un pendentif en forme d'étoile, quelques vieilles photographies et plusieurs enveloppes scellées avec des dates futures écrites dessus. « Ces enveloppes-là sont des lettres que je t'ai écrites, Sophie. Chacune ne doit être ouverte qu'à la date indiquée. La première est pour ton prochain anniversaire. Les autres, pour des moments spéciaux de ta vie. Quand tu auras 15 ans, quand tu auras ton bac, quand tu entreras à l'université. » Édouard fit une pause, respirant avec difficulté. « Ce sont des conseils et des histoires que j'aimerais partager avec toi. » Sophie regarda émerveillée le contenu de la boîte. « Merci, oncle Édouard. Je vais bien prendre soin de tout. »
Édouard tendit la main pour toucher le visage de la fillette. « Sophie, tu m'as fait un cadeau bien plus grand que tu ne l'imagines. Tu m'as rendu la joie dans mes derniers jours. » La fillette se pencha et embrassa le front d'Édouard, un geste si naturel et affectueux qu'il fit monter les larmes aux yeux de tous les adultes présents. « Sophie, peux-tu me promettre 3 choses ?» demanda Édouard, tenant délicatement la petite main entre les siennes. « Je promets tout ce que vous voulez, oncle Édouard. Premièrement, sois toujours gentille, comme tu l'as été avec moi au parc. Deuxièmement, ne cesse jamais de voir les personnes invisibles, celles que personne d'autre ne remarque. Troisièmement, utilise le cadeau que tu vas recevoir pour rendre le monde meilleur. » Sophie hocha solennellement la tête, avec la gravité que seuls les enfants peuvent montrer dans les moments importants. « Je promets, oncle Édouard. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, dit-elle, faisant une croix sur sa poitrine, comme elle l'avait appris à l'école. Édouard sourit. « Maintenant, pourrais-tu aller avec Madame Irène à la cuisine? Elle a fait les truffes que tu as aimées, et j'ai besoin de parler un peu avec ton grand-père. » Lorsque Sophie sortit, accompagnée par la gouvernante, Édouard se tourna vers Antoine. « Je sais que je demande beaucoup, mais j'ai besoin que vous me promettiez aussi certaines choses, monsieur Dubois. » Antoine s'assit sur la chaise à côté du lit. « Vous avez déjà fait plus que je n'aurais pu demander. Ne dites pas à Sophie que je suis son père biologique avant qu'elle ne soit plus âgée, capable de comprendre pleinement. Je ne veux pas qu'elle associe la découverte de son père au moment de mon départ. Il y a une lettre expliquant tout, que Richard remettra quand le moment sera venu. Quand serait ce moment? Vous le saurez, quand elle posera des questions sur son père quand elle sera prête. Je fais confiance à votre jugement. » Édouard fit un geste à Richard qui s'approcha avec une autre enveloppe. « Voici le titre de propriété de l'appartement, les documents du fonds fiduciaire et une carte de crédit liée à un compte pour les dépenses immédiates. Le fonds principal ne sera disponible que lorsque Sophie atteindra la majorité. Mais il y a des ressources pour garantir la meilleure éducation, santé et confort pour vous deux. » Antoine accepta les documents avec réticence. « Cela me semble encore irréel. Il y a une semaine, j'étais préoccupé par la façon de payer le loyer en retard. Monsieur Dubois, je sais que vous êtes un homme intègre. Vous avez élevé Sophie avec amour et dévouement, même face aux difficultés. Cela vaut plus que n'importe quelle fortune. Ne voyez pas cela comme de la charité, mais comme son droit, en tant que ma fille. » Édouard fit une pause, respirant avec difficulté. L'infirmière s'approcha pour ajuster l'oxygène. « Il y a une autre chose. Mon cousin, Auguste Moreau, est un homme ambitieux. Il espère hériter du contrôle de l'entreprise quand je partirai. Quand il sera pour Sophie et le fonds fiduciaire, il tentera probablement de contester juridiquement. Richard est préparé à cela, mais je veux que vous soyez au courant. Il pourrait prendre ce que vous avez laissé à Sophie? Pas légalement, mais il peut essayer. Le test ADN et les documents que nous avons préparés devraient suffire, mais Auguste a de l'influence et des ressources. S'il arrive quelque chose, il y a une lettre spéciale dans la boîte de Sophie. Elle est marquée d'une étoile dorée. Elle ne doit être ouverte qu'en cas d'urgence. » Antoine hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité. « Vous pouvez me faire confiance, monsieur Moreau. Je protégerai Sophie et votre héritage. Merci. Et s'il vous plaît, appelez-moi Édouard. Après tout, nous sommes de la famille maintenant. » Lorsque Sophie revint dans la pièce, elle trouva les 2 hommes en silence. Un silence confortable de ceux qui étaient parvenus à une profonde compréhension. Édouard semblait épuisé, mais il y avait une paix sur son visage qui n'était pas là auparavant. « Sophie, je crois qu'oncle Édouard a besoin de se reposer maintenant, » dit Antoine gentiment. « Mais on revient demain, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, regardant son grand-père avec espoir. Édouard et Antoine échangèrent un regard rapide. Tous deux savaient qu'il n'y aurait peut-être pas de lendemain. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Édouard, épargnant à Antoine le mensonge. « Et en attendant, je rêverai de ton prochain dessein. » Sophie s'approcha du lit et, avec précaution, embrassa Édouard. « À demain, oncle Édouard. Rêvez de belles choses. » Quand ils quittèrent le penthouse, le ciel de Paris commençait à s'assombrir, se teintant d'un orange intense entre les bâtiments. Dans l'ascenseur, Sophie tenait fermement la boîte en bois contre sa poitrine, comme si elle portait le trésor le plus précieux du monde. Antoine, quant à lui, portait le poids du secret et de la promesse faite à un homme qui, en quelques jours, avait transformé leur vie pour toujours. Le lendemain matin, alors qu'Antoine se préparait à emmener Sophie à l'école, il reçut un appel de Richard. Édouard était parti pendant la nuit,
sereinement pendant son sommeil. Sa dernière demande était qu'Antoine et Sophie assistent aux funérailles, qui auraient lieu le lendemain au cimetière du Père Lachaise. Antoine raccrocha le téléphone, faisant face à la difficile tâche d'expliquer à une enfant de 6 ans que son nouvel ami ne serait plus sur le banc du parc. Quand il entra dans la petite cuisine, il trouva Sophie devant la boîte en bois ouverte, contemplant les vieilles photographies. « Papy, regarde cette dame sur la photo avec oncle Édouard. Elle me ressemble, n'est-ce pas ?» Antoine s'assit à côté de sa petite fille, regardant la photographie qu'elle tenait. C'était Béatrice, souriante aux côtés d'Édouard devant une construction. « Oui, ma chérie, elle te ressemble beaucoup. » Les funérailles d'Édouard Moreau furent un événement qui mêla la solennité des grandes fortunes à la froideur des relations superficielles. Le cimetière du Père Lachaise, avec ses sculptures imposantes et ses caveaux somptueux, accueillit des dizaines d'hommes d'affaires, de politiciens et de figures influentes de la société parisienne. Peu, cependant, semblaient véritablement attristés par le départ du magnate de l'immobilier. Au milieu des costumes sombres et des expressions de deuil répétées, Sophie et Antoine détonnaient. La fillette, vêtue de sa meilleure robe bleu marine, tenait fermement la main de son grand-père, tandis qu'elle observait la cérémonie avec des yeux curieux. Antoine, mal à l'aise dans son unique costume, se tenait à l'écart du centre de l'attention. Richard, remplissant son rôle d'avocat et d'ami loyal, conduisit la cérémonie avec dignité. Lorsque vint le moment des discours, il surprit tout le monde en invitant Sophie à dire quelques mots. « Monsieur Moreau a laissé des instructions spécifiques pour que Sophie Dubois ait l'occasion de parler », annonça-t-il, ignorant les murmures de surprise parmi les présents. Antoine hésita, mais Sophie lâcha sa main et marcha d'un pas décidé jusqu'à la petite estrade. Elle dut se hisser sur la pointe des pieds pour atteindre le microphone que Richard ajusta pour elle. « Oncle Édouard était mon ami », commença-t-elle, avec la simplicité déconcertante des enfants. « Je l'ai rencontré au parc. Il était seul et avait l'air triste. Alors j'ai décidé de lui parler. Après, je lui ai apporté des dessins tous les jours, et il souriait toujours quand il me voyait. » Un silence absolu tomba sur l'assemblée. Les puissants hommes d'affaires et politiciens, habitués aux discours élaborés et aux protocoles rigides, semblaient hypnotisés par la sincérité de cette petite oratrice. « Oncle Édouard m'a dit que la gentillesse est comme une petite graine que l'on plante dans le cœur des gens. Même quand on ne voit pas la petite plante pousser, elle est là, rendant le monde meilleur. Je lui ai promis que je serais toujours gentille, surtout avec les personnes invisibles, celles que personne ne voit. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de plusieurs personnes présentes, touchées par la sagesse innocente qui émanait de ces mots simples. « Oncle Édouard va me manquer, mais je sais qu'il est dans les étoiles maintenant, comme ma maman. Et quand je regarde le ciel la nuit, je sens qu'il veille sur moi. » Quand Sophie eut terminé, il n'y eut pas d'applaudissements. Ils auraient été inappropriés pour l'occasion, mais un murmure collectif parcourut l'endroit comme une brise douce qui confirmait l'impact de ces mots sincères. Parmi les présents, un homme en particulier observait la scène avec une intensité troublante. Auguste Moreau, cousin d'Édouard et vice-président de Moreau Incorporation, gardait les yeux fixés sur Sophie, son visage contracté dans une expression difficile à déchiffrer. À ses côtés, une femme élégante lui chuchotait à l'oreille, jetant des regards calculateurs en direction de la fillette. Après la cérémonie, tandis que les invités se dispersaient, Auguste s'approcha de Richard. « Qui est cet enfant? Et pourquoi a-t-elle été invitée à parler aux funérailles de mon cousin ?» exigea-t-il, sans se soucier de baisser la voix. « Sophie Dubois et son grand-père étaient des amis personnels d'Édouard, » répondit Richard avec un calme étudié. « Il a laissé des instructions spécifiques concernant sa participation. »« Amis ? Édouard n'avait pas d'amis, il avait des intérêts, » rétorqua Auguste. « Je veux une réunion demain au bureau. En tant que vice-président, je prendrai le contrôle de l'entreprise et je dois être au courant de tous les détails du testament. » Avant que Richard ne puisse répondre, Auguste jeta un dernier regard à Sophie et s'éloigna d'un pas ferme, suivi d'une suite d'assistants. 2 semaines s'écoulèrent. Antoine et Sophie emménagèrent dans l'appartement de Passy, un quartier haut de gamme avec piscine, aire de jeu et sécurité 24h24. Pour Sophie, c'était comme vivre dans un palais après le petit appartement de banlieue. Pour Antoine, c'était un rappel constant de l'extraordinaire bouleversement que leurs vies avaient subi. L'adaptation n'était pas facile. Les voisins regardaient avec curiosité le vieil homme d'apparence simple et sa petite fille vive.
Sur l'aire de jeu, certaines mères éloignèrent discrètement leurs enfants lorsque Sophie s'approchait, comme si la pauvreté était une maladie contagieuse que l'argent nouvellement acquis n'avait pas encore guéri. Sophie, cependant, restait Sophie. Joyeuse, curieuse et incroyablement résiliente, elle se lia rapidement d'amitié avec les employés de la résidence, connaissait par leur nom chaque agent de sécurité, portier et jardinier, et peu à peu, elle conquit même les enfants les plus réservés par sa générosité naturelle. La vie commençait à retrouver un nouveau rythme lorsque, un jeudi après-midi, la sonnette retentit. Antoine ouvrit la porte et se retrouva face à Richard, accompagné d'une huissière de justice. « Je suis désolé de vous déranger, monsieur Dubois, mais nous avons une situation, » dit Richard l'air grave. L'huissière remit une enveloppe scellée. « Vous êtes sommé de comparaître à une audience au palais de justice de Paris mardi prochain. » Après le départ de l'huissière, Richard entra dans l'appartement. « Auguste conteste le testament d'Édouard, » expliqua-t-il. Il allègue qu'Édouard n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a établi le fonds fiduciaire pour Sophie. Antoine s'assit lourdement sur le canapé. « Il peut faire ça ? » ?»« Légalement, oui. En tant que parent le plus proche et associé en affaires, il a le droit de contester. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes préparés. Et s'il découvre que Sophie est la fille d'Édouard ? Pour l'instant, il ne sait que pour le fonds fiduciaire. Édouard a été discret en établissant les dispositions, les justifiant comme un acte de philanthropie. Mais si Auguste enquête plus en profondeur, nous pourrions tout perdre ? Demanda Antoine, regardant avec inquiétude Sophie, qui dessinait tranquillement dans la pièce d'à côté. Pas avec les preuves que nous avons. Le test ADN est concluant et Édouard a laissé une déclaration sous serment reconnaissant Sophie comme sa fille. Mais Auguste est puissant et a des connexions. Il peut traîner le processus pendant des années, geler les biens temporairement. Antoine se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. En bas, la ville continuait son rythme frénétique, indifférente au drame personnel qui se déroulait dans ses gratte-ciel. Je ne peux pas permettre à Sophie de traverser un processus judiciaire. Elle a déjà perdu sa mère. Elle vient de perdre Édouard. Ce serait traumatisant. Richard posa la main sur l'épaule du vieil homme. « J'ai promis à Édouard de vous protéger, et je tiendrai cette promesse. Mais nous devons être prêts pour le pire scénario. » Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, Antoine sortit la boîte en bois sculptée de l'armoire. Il se souvint des mots d'Édouard à propos de la lettre marquée d'une étoile dorée qui ne devait être ouverte qu'en cas d'urgence. Il hésita, tournant l'enveloppe scellée entre ses doigts. Était-ce le moment? Il décida d'attendre. D'abord, ils affrontèrent le processus par les moyens conventionnels. La lettre serait son dernier recours. Le matin de l'audience, Richard vint les chercher tôt. Sophie resterait avec Madame Irène, l'ancienne gouvernante d'Édouard qui travaillait maintenant pour eux quelques fois par semaine. Le palais de justice de Paris intimidait par son architecture imposante et ses couloirs labyrinthiques. Dans la salle d'audience, Auguste attendait déjà accompagné de 2 avocats aux expressions confiantes. Quand Antoine entra, Auguste lui lança un regard de mépris mal dissimulé. Le juge, un homme d'âge mûr au regard fatigué, ouvrit la session. Les avocats d'Auguste présentèrent leur argumentation. Édouard était sous l'effet de médicaments puissants, ses facultés mentales compromises par la maladie terminale. La décision de laisser une fortune à une enfant qu'il avait connue moins d'une semaine était clairement irrationnelle et devait être annulée. Richard contre-argumenta avec habileté, présentant des déclarations de médecins attestant de la lucidité d'Édouard jusqu'à ses derniers jours. Il montra également l'historique philanthropique de l'homme d'affaires, prouvant que le don, bien que généreux, n'était pas incompatible avec son comportement habituel. L'audience se prolongea pendant des heures. Quand elle se termina enfin, le juge ordonna le gel temporaire du fonds fiduciaire jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. Antoine pourrait continuer à vivre dans l'appartement avec Sophie et la pension mensuelle serait maintenue, mais les ressources principales resteraient inaccessibles. « Nous avons gagné du temps, » dit Richard en quittant le tribunal. Mais Auguste n'abandonnera pas facilement. De retour à l'appartement, Antoine trouva Sophie endormie sur le canapé, serrant la boîte en bois. Avec précaution pour ne pas la réveiller, il retira la boîte de ses bras et la porta dans la chambre. Quand il revint dans le salon, il remarqua une enveloppe tombée par terre. L'enveloppe marquée de l'étoile dorée. Le sceau était brisé. « Sophie s'est réveillée plus tôt et a trouvé la lettre », expliqua Madame Irène. « Je n'ai pas pu l'empêcher de l'ouvrir. Elle a dit que c'était spécial. »
Le cœur battant, Antoine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, de la calligraphie élégante d'Édouard et une clé USB. « Cher Monsieur Dubois », commençait la lettre, « si vous lisez ceci, cela signifie que mes craintes se sont confirmées. Auguste conteste mes dispositions pour Sophie. Sur la clé USB ci-jointe, il y a un enregistrement d'une vidéoconférence entre Auguste et moi, réalisée 3 jours avant mon départ. Dans celle-ci, je lui confesse que Sophie est ma fille biologique et j'explique mes raisons d'établir le fonds fiduciaire. Plus important encore, l'enregistrement démontre clairement ma lucidité mentale et la préméditation de mes décisions. Auguste a réagi avec fureur, menaçant de tout contester en justice. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé cette contingence. Antoine pouvait à peine y croire. Édouard avait anticipé chaque mouvement d'Auguste, se préparant même dans ces derniers jours. « S'il vous plaît, remettez cette clé USB à Richard immédiatement. Il saura comment l'utiliser pour protéger Sophie. Et souvenez-vous de notre conversation. Quand le moment sera venu, Sophie devra connaître la vérité sur son origine. Elle mérite de connaître toute son histoire. » La lettre se terminait par une phrase qui fit monter les larmes aux yeux d'Antoine. « Merci d'être le père que je n'ai pas pu être pour elle. » Édouard. À ce moment-là, Sophie entra dans le salon, frottant ses yeux ensommeillés. « Papy, j'ai vu la lettre. Oncle Édouard était mon vrai papa ?» Antoine s'assit sur le canapé et ouvrit les bras à Sophie, qui courut dans son étreinte. Pendant quelques minutes, ils restèrent ainsi, en silence, tandis qu'il rassemblait le courage de confirmer ce que sa petite-fille avait déjà découvert. « Oui, ma chérie, » dit-il finalement, caressant les cheveux bouclés si semblables à ceux de Béatrice. « Oncle Édouard était ton père biologique. Lui et ta mère se sont rencontrés il y a longtemps, avant ta naissance. Pourquoi il ne me l'a jamais dit ?» demanda Sophie, les yeux embués mais sans pleurer. Il y avait une maturité surprenante dans son regard. « Je pense qu'il ne voulait pas te perturber en entrant dans ta vie juste pour partir peu après. Il voulait te protéger, à sa manière. » Sophie resta pensive. « Alors j'ai 2 papas, le papa qui est au ciel avec maman, et toi, papy, qui prends soin de moi tous les jours. » Antoine sentit un nœud dans la gorge. « C'est ça, Sophie, et tous les 2 t'aiment beaucoup. » « Je peux garder sa photo sur ma table de chevet, avec celle de maman ? » ?»« Bien sûr que tu peux. » Sophie se leva et alla chercher la photo préférée d'Édouard, celle où il souriait aux côtés de Béatrice devant un bâtiment en construction. Quand elle revint, elle demanda sérieusement « Papy, cet homme en colère aux funérailles veut prendre le cadeau que mon papa m'a laissé. » Antoine hésita, surpris par la perception aiguë de sa petite-fille. « Ne t'inquiète pas pour ça, ma chérie. Richard s'occupe de tout. »« D'accord, » répondit-elle simplement, faisant confiance à la parole de son grand-père. « Je peux l'appeler ? Je veux lui montrer la lettre que j'ai trouvée. » Quelques minutes plus tard, Richard arriva à l'appartement, essoufflé et inquiet. Antoine expliqua la situation tandis que Sophie montrait fièrement la lettre et la clé USB. « Ça change tout, » dit Richard, examinant le contenu de la clé USB sur son ordinateur portable. Édouard a enregistré toute la conversation. Auguste admet connaître la paternité et menace de contester toute disposition en faveur de Sophie. C'est pratiquement une confession de mauvaise foi. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Antoine. « Nous demandons une audience d'urgence. Avec cette preuve, nous pouvons non seulement garantir le fonds fiduciaire, mais aussi demander des sanctions contre Auguste pour litige de mauvaise foi. » Le lendemain matin, au bureau de Richard, une équipe d'avocats se travaillait fiévreusement à préparer la nouvelle stratégie. Sophie, assise dans un fauteuil trop grand pour elle, observait tout avec des yeux attentifs, serrant la boîte en bois qu'elle ne laissait jamais loin. « Le juge a accordé une audience pour demain », annonça Richard, raccrochant le téléphone. « Auguste a déjà été notifié. »« Dois-je témoigner ?» demanda Antoine, inquiet. « Ce ne sera pas nécessaire. L'enregistrement parle de lui-même. » Sophie se leva, marchant jusqu'à Richard. « Je peux venir aussi ? Je veux voir l'homme qui essaie de prendre le cadeau de mon papa. » Les adultes échangèrent des regards inquiets. « Sophie, ces audiences sont des lieux sérieux, avec beaucoup de mots difficiles, » expliqua Richard. « J'ai promis à oncle Édouard que je serais courageuse, » insista la fillette. « Et il a dit que je devais voir les personnes invisibles. Je pense que je dois voir cet homme qui ne m'aime pas, même sans me connaître. » De nouveau, la sagesse simple de Sophie fit taire les adultes. « Nous allons consulter le juge, » concéda Richard. « S'il le permet, vous pourrez assister. »
Le matin de l'audience décisive, le palais de justice de Paris semblait encore plus imposant. Sophie, vêtue d'une robe bleu marine et d'un ruban blanc dans les cheveux, tenait fermement la main de son grand-père, tandis qu'ils montèrent les marches de marbre. Auguste était déjà dans la salle d'audience, maintenant accompagné de 3 avocats. Quand il vit Sophie entrer, son visage se durcit. La fillette, quant à elle, le regarda directement dans les yeux, sans peur ni colère, juste avec une curiosité authentique. Le juge, surpris par la présence de l'enfant, demanda « Est-ce Sophie Dubois? Pourquoi est-elle présente ?»« Votre honneur, Sophie a demandé à assister. Considérant que l'affaire concerne directement son avenir, je crois que c'est approprié si le tribunal le permet, » répondit Richard. Le juge réfléchit un instant. Soit à condition qu'elle reste silencieuse. L'audience commença avec Richard présentant la nouvelle preuve. L'enregistrement où Auguste admettait connaître la paternité de Sophie et prévoyait de contester le testament. Au fur et à mesure que l'enregistrement avançait, le visage d'Auguste passait de la confiance à l'inquiétude, et finalement à la défaite. « Cet enregistrement a-t-il été obtenu légalement ?» questionna l'un des avocats d'Auguste. « Oui, » confirma Richard. « Il a été réalisé lors d'une vidéoconférence d'entreprise sur un équipement de l'entreprise, avec la connaissance des 2 parties. De plus, nous avons le test ADN confirmant la paternité, une déclaration sous serment d'Édouard Moreau et des témoignages de médecins attestant de sa pleine capacité mentale. » Alors qu'il semblait que la situation ne pouvait pas empirer pour Auguste, Sophie se leva et marcha jusqu'à la table du juge, ignorant les murmures alarmés d'Antoine. « Excusez-moi, monsieur le juge, » dit-elle d'une voix claire. « Je peux dire une petite chose ?» Le juge, surpris par l'approche directe, regarda les avocats qui semblaient également perplexes. « Sophie, nous ne pouvons pas interrompre l'audience, » tenta d'expliquer Richard. Mais le juge, père de 3 filles, vit quelque chose dans le regard déterminé de Sophie qui le fit acquiescer. « Je vais permettre à la mineure de parler. C'est inhabituel, mais étant donné les circonstances, » Sophie monta sur une petite marche près de la table du juge. « Monsieur le juge, je voulais juste vous montrer une chose. Je peux ?» Lorsque le juge hocha la tête, elle sortit de la poche de sa robe un papier plié. C'était le dernier dessin qu'elle avait fait pour Édouard. 3 figures main dans la main sous un ciel étoilé. « C'est mon papa, c'est moi, et c'est mon papy, » expliqua-t-elle, pointant chaque figure. « Mon papa m'a fait un cadeau avant d'aller au ciel. Il a dit que c'était pour que je l'utilise pour rendre le monde meilleur. J'ai promis. Cet homme là-bas, » elle montra du doigt Auguste, « veut prendre mon cadeau. Mais le cadeau n'est pas seulement de l'argent. C'est la promesse que j'ai faite. » Le silence dans la salle était absolu. Sophie continua, avec la sincérité dévastatrice des enfants. « S'il a tellement besoin de l'argent, il peut en prendre un peu. Papy dit qu'il faut partager. Mais j'ai besoin de tenir ma promesse à mon papa. » Auguste se leva brusquement et quitta la salle, suivi par ses avocats déconcertés. Le juge, visiblement ému, remercia Sophie et lui demanda de retourner à sa place. Quelques minutes plus tard, l'un des avocats d'Auguste revint, informant que son client renonçait à la contestation et demandait un accord. « Mon client propose de reconnaître intégralement le testament en échange du retrait de l'accusation de mauvaise foi », expliqua l'avocat, évitant de regarder directement Sophie. Richard consulta Antoine du regard, qui hocha la tête. « Nous acceptons, à condition qu'il y ait une garantie formelle qu'il n'y aura pas de nouvelles contestations à l'avenir. » L'accord fut scellé le jour même. Le fonds fiduciaire de Sophie fut débloqué, et Auguste signa un document s'engageant à ne plus jamais remettre en question les dispositions d'Édouard. Quand ils quittèrent le tribunal, des reporters les attendaient à l'entrée. L'histoire de la petite héritière qui avait affronté un puissant homme d'affaires avait fuité, et les chaînes d'information voulaient des détails. « Monsieur Dubois, est-il vrai qu'Édouard Moreau a laissé 5 millions à sa petite-fille » demanda une reporter tendant un microphone. « Monsieur Dubois, Sophie est-elle réellement la fille biologique d'Édouard Moreau » questionna un autre. Richard se plaça entre les reporters et la famille. « Mes clients ne feront aucune déclaration. C'est une affaire familiale et privée. » Protégés par des agents de sécurité, ils réussirent à monter dans la voiture et à s'éloigner de la confusion. Sur la banquette arrière, Sophie semblait pensive. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Antoine, inquiet de l'impact de cette exposition. « Oui, papy. Je pensais juste à ma promesse à papa. Comment vais-je rendre le monde meilleur ?»
10 ans passèrent. Sophie Dubois-Moreau, désormais âgée de 16 ans, s'était transformée en une jeune femme déterminée et compatissante. Elle étudiait dans l'un des collèges les plus prestigieux de Paris, où elle se distinguait non seulement académiquement, mais aussi par son engagement social. À l'âge de 15 ans, avec l'autorisation d'Antoine et le soutien de Richard, elle utilisa une partie des revenus du fonds fiduciaire pour créer l'Institut Édouard Moreau, une organisation à but non lucratif dédiée à connecter les enfants et adolescents de communautés défavorisées avec des personnes âgées solitaires dans des maisons de retraite et des EHPAD. Le projet, inspiré de sa propre expérience avec Édouard, grandit rapidement. En seulement 1 an, l'Institut maintenait déjà des programmes dans 10 villes françaises, bénéficiant à des centaines de personnes âgées et de jeunes. Sophie consacrait tous ses week-ends au projet, visitant personnellement les unités, discutant avec les participants, toujours attentive à garantir que l'essence de l'initiative soit préservée, voir les invisibles, comme Édouard l'avait enseigné. Antoine, maintenant âgé de 77 ans, suivait avec fierté la trajectoire de sa petite fille. Retraité, il partageait son temps entre des cours de peinture, un hobby qu'il avait découvert tardivement, et le bénévolat à l'Institut. Il était courant de le voir dans les unités, racontant des histoires à des groupes d'enfants ou enseignant les échecs aux personnes âgées. Un samedi après-midi, Sophie et Antoine visitaient une nouvelle unité de l'Institut en banlieue de Paris. Tandis qu'ils parcouraient les installations fraîchement inaugurées, une dame âgée s'approcha timidement. « Vous êtes Sophie, la fondatrice, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je voulais vous remercier pour ce que vous faites. Je vis seule depuis 15 ans, depuis le départ de mon mari. Avant l'Institut, des semaines passaient sans que je ne parle à personne. Maintenant, j'ai la visite de Juliane tous les mercredis. Elle a 12 ans et m'apprend à utiliser l'ordinateur. En échange, je lui apprends le crochet et mes vieilles recettes. » Sophie serra la dame dans ses bras, ressentant cette émotion familière qui l'envahissait toujours lorsqu'elle voyait les résultats concrets du projet. C'était comme si une partie d'Édouard était présente, approuvant silencieusement. Plus tard, sur le chemin du retour, Sophie et Antoine passèrent par le parc des Buttes-Chaumont. C'était un rituel qu'ils maintenaient religieusement. Une fois par mois, ils visitaient le banc où Sophie avait rencontré Édouard. « Papy, tu penses qu'il serait fier ?» demanda Sophie, tandis qu'il s'asseyait sur le banc au bord du lac. « J'en suis absolument certain, » répondit Antoine, serrant sa petite fille par les épaules. « Tu as transformé une tragédie en quelque chose de beau, Sophie. Il n'y a pas de plus grand cadeau que tu aurais pu lui faire. » Sophie observa un groupe d'enfants jouant près du lac. Parmi eux, une fillette d'environ 6 ans se distinguait par l'énergie contagieuse avec laquelle elle courait après une balle colorée. « Regarde, papy !» Sophie montra discrètement du doigt. « Cette petite fille me rappelle moi-même à cet âge. » De l'autre côté du parc, une figure solitaire attira l'attention de Sophie. C'était un homme âgé, assis seul sur un banc, observant les oiseaux avec une expression distante. « Je vais y aller un instant, » dit Sophie, se levant. Antoine observa avec un sourire, tandis que sa petite fille s'approchait de l'inconnu, se présentait et entamait une conversation. Quelques minutes plus tard, elle revint. « Il s'appelle Charles. C'est un professeur à la retraite et il vient au parc tous les jours. Il vit seul depuis le décès de sa femme il y a 2 ans. Je l'ai invité à découvrir l'Institut la semaine prochaine. » Antoine hocha la tête, ému. « Tu as vraiment appris à voir les invisibles. »« J'ai appris avec le meilleur, » répondit Sophie, sortant de sa poche une vieille photographie décolorée. Édouard et Béatrice, souriant, regardant l'appareil photo avec des yeux pleins d'espoir. Cette nuit-là, avant de dormir, Sophie ouvrit la boîte en bois sculpté, maintenant précieusement gardée sur son bureau. Elle relut la dernière lettre qu'elle avait ouverte, destinée à son 16e anniversaire. « Chère Sophie, » avait écrit Édouard, « aujourd'hui tu as 16 ans et j'imagine la femme extraordinaire que tu dois être en train de devenir. Il y a 10 ans, une fillette de 6 ans m'a enseigné la plus grande leçon de ma vie, que la vraie richesse réside dans les liens que nous créons, dans la gentillesse que nous offrons sans rien attendre en retour. Tu m'as sauvée, Sophie, non seulement de la solitude, mais d'une vie entière de regrets. Où que je sois maintenant, sache que je veille sur toi, fier de ton chemin. Continue de voir les invisibles, ma fille. Continue de planter des graines de gentillesse. C'est le véritable héritage que je te laisse, bien plus grand que n'importe quelle fortune. Avec un amour éternel, ton père. » Sophie ferma les yeux, serrant la lettre contre sa poitrine. Dehors,
les étoiles de Paris brillaient faiblement à travers la pollution lumineuse de la métropole. Mais pour Sophie, chacune d'elles était un rappel de la promesse qu'elle avait faite il y a des années. Une promesse qui était devenue son but dans la vie. Rendre le monde meilleur, une gentillesse à la fois. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie et Édouard a touché vos cœurs. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé cette narration, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et le pouvoir transformateur de la gentillesse. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous sommes impatients de lire vos commentaires et de savoir comment cette histoire de Sophie, Antoine et Édouard a touché vos vies.